Donc je disais que, hélas, l'actualité est aussi dense sur le front d'un certain nombre de conflits. Vous avez vu tous aujourd'hui cette attaque sur un poste militaire à Bergandan dans le sud tunisien. La situation en Syrie, en dépit du cessez-le-feu, reste encore extrêmement aléatoire, mais nous reviendrons sur cette question, notamment du théâtre irako-syrien, la semaine prochaine, avec Émile Okayem. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir Salman Zaidi, qui est un expert, un universitaire du Pakistan. C'est la deuxième fois que nous accueillons, après Ayesha Siddiqa, des experts venant de ce pays pour traiter de la zone, de la stabilité de cette zone, de ce pays confronté à des tensions, à des violences intérieures, lui-même puissance régionale, ayant aussi cette problématique de la stabilité de cette zone d'Asie et d'Asie centrale. Évidemment, la question de l'Afghanistan aussi, dans lequel l'Afghanistan est impliqué, notamment face aux problématiques des talibans et aux problématiques plus généralement du terrorisme. Et donc aujourd'hui, nous allons traiter de la question de la radicalisation dans ce pays en accueillant Salman Zaidi, qui est directeur adjoint du Jinnah Institute, qui est un des principaux think tanks pakistanais. Il est d'ailleurs responsable dans ce think tank du programme d'initiative de sécurité stratégique consacré à la stabilité régionale et aux politiques de sécurité nationale. Il est également enseignant à l'université d'Islamabad et consultant auprès de la Fondation pour l'Asie à Islamabad. Il a publié de très nombreux articles, ouvrages, en particulier consacrés au dialogue indo-pakistanais et à la problématique afghano-pakistanaise. Nous allons donc revenir avec lui sur les problématiques de la radicalisation dans son pays, de l'hésitation qui existe entre, je dirais, une politique de très grande fermeté au risque d'internaliser aussi une partie du conflit sur le territoire pakistanais, ou au contraire de paix, d'accords, de compromis passés avec les diverses parties, mais au risque d'une instabilité qui perdure. Pour débattre avec lui, Yves Boyer, que vous connaissez parce qu'il est membre du comité de pilotage de la chaire, mais aussi pour toutes ses autres fonctions, notamment comme directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, parce qu'il a été enseignant, professeur de géopolitique à l'école technique, parce qu'il est un spécialiste réputé des questions de défense, et je recommande à tous notamment la lecture du dictionnaire géostratégique qui a été publié aux presses d'Oxford, je ne sais pas, en 2013 ou 2014, je dis de mémoire, 2014, qui est un ouvrage absolument de référence. Alors, comme c'est l'usage, je vais vous passer la parole pour 45 minutes, 1 heure. Ensuite, Yves Boyer débattra avec vous, à la fois sur une présentation liminaire qui est forcément courte et des questions. Et puis ensuite, la parole sera à la salle. Je vous remercie encore beaucoup d'être venus. Nous sommes très impatients de vous écouter. Les problématiques de la région et du Pakistan ne sont pas très souvent traitées, et c'est bien de les évoquer avec vous, avec un spécialiste de renom international. Monsieur Salman Zaidi, je vous laisse la parole. Bonsoir, mesdames, messieurs. Merci, monsieur Louis Gauthier, pour ces mots de bienvenue très aimables, ce qui place peut-être la barre un peu trop par rapport à ce que je suis. Je suis vraiment intimidé de m'exprimer devant une salle, une assemblée si éminente. Je vais aussi me chronométrer parce que j'ai 45 minutes et je prends cela très au sérieux. Voyez-vous, quand on m'a demandé il y a plusieurs semaines de préparer une présentation
dans ce cycle de conférences qui étudie la reprise du dialogue avec le Moyen-Orient et l'Asie du Sud, ces zones très critiques, en écoutant les points de vue de politique dans ces zones et l'expérience du conflit dans ces zones, je pensais qu'il fallait que j'écrive sur la déradicalisation, cette frontière éloignée des efforts que nous alignons en réaction au terrorisme. Et quand j'ai préparé mon document, que j'ai jeté mes idées sur le papier, il y a eu les attentats en France. Et ça m'a fait repenser parce que je regardais la télévision, je lisais dans la presse quelle était la réaction en France et en Europe. Dans les prochains jours, nous avons vu comment la France a décidé de s'engager militairement au Moyen-Orient. On peut voir les répercussions que cela a dans le monde entier, déjà. La portée symbolique des attentats aussi n'a pas été perdue au Pakistan. Nous vivons dans une zone qui a connu un conflit prolongé depuis plus de 35 ans. Cela a modifié notre essence, nos institutions, notre psychologie, etc. Donc je pensais qu'il fallait que mon article porte sur la radicalisation, mais aussi sur le pouvoir de transformation de la violence pour un pays qui s'en va en guerre. Je ne vais pas entrer trop dans le symbolisme de la violence, mais je dis cela avec beaucoup d'admiration pour la France. Même quand un pays entre en guerre, on prend le temps d'écouter les points de vue de pays qui ont déjà fait l'expérience de la violence. La signification de la violence et de la guerre a son importance et j'espère vous faire part des points de vue du Pakistan. Bien sûr, je ne représente pas une voix officielle ou une opinion d'expert. J'ai connu la guerre et peut-être que certaines de ces expériences sont les miennes, mais il faut aussi faire une recherche critique de sens dans un pays dont la réponse à la violence a souvent été de se battre ou de fuir. Au Pakistan, nous nous sommes battus ou avons fui depuis 35 ans ou depuis qu'en 79, les tanks soviétiques sont entrés à Kaboul pour changer ce que nous pensions être en tant que pays. Encore une fois, tous mes remerciements, mais je ne pense pas que tout le monde dans cette salle aura vu les derniers gros titres du Pakistan. Donc quelques mots sur le contexte pakistanais et ce que cela signifie au sens contemporain. Nous sommes un pays de 200 millions d'habitants, bien sûr, et nous sommes une démocratie qui va dans plusieurs directions. Ça n'est pas très sain. Les opinions politiques couvrent tout le spectre du détestable au désirable. Certains pensent que c'est ça qui fait la santé de la démocratie. Moi, je n'en suis pas si sûr parce que le conflit m'a rendu cynique. Et il y a beaucoup de cyniques aussi dans le domaine de l'élaboration de politiques publiques, étant entendu que les processus ne peuvent pas avancer. Ils sont handicapés par la violence constante. Ils sont constamment interrompus par la violence. Tout de même, le Pakistan a une forte population très jeune, cette bosse de la jeunesse dans la pyramide des âges. Ils sont assez investis dans la démocratie dont nous jouissons. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu ce passé de dictature militaire. Bien sûr que c'est le cas. Et ça a aussi formé notre psyché. Il y a maintenant un désir d'institutions qui soient respectées par les gouvernants. Bien sûr, le Pakistan a aussi une scène médiatique énergique qui prend à son compte le discours public et qui façonne aussi le discours public, parfois de façon catastrophique. Et comme je le disais, il y a des raisons d'être optimiste, mais aussi des raisons d'être pessimiste. On en trouve tout un tas ici. Au Pakistan, on trouve un État-nation qui est fortement ancré dans une idéologie. On a été créé en 1947 d'après cette idéologie. Mais ces dernières années, nous avons commencé à remettre en cause cette idéologie. Nous avons vu qu'il fallait donner plus de signification à notre constitution pour redéfinir notre nation. Et la quête de cette raison d'être est devenue essentielle car
car ces conflits prolongés ont tapé le contrat social, ça a laissé d'énormes lacunes ou des déficits dans notre projet démocratique, et cela a aussi chamboulé les équilibres institutionnels qui, auparavant, gardaient le tissu national intact. L'idéologie fondatrice du Pakistan était la fondation de ce que nous étions, c'était aussi notre patrimoine culturel, et cela orientait notre politique extérieure, mais cela a produit des formes extrêmes de préjugés. Et ces 5 dernières années en particulier, si l'on se redemande ce qui a si fondamentalement changé, eh bien, on peut se demander ce qui nous a fait nous radicaliser en masse. Est-ce que c'est cette expérience de la violence et du conflit où l'on voit que la justice ne peut être rendue que par le meurtre? Est-ce que c'est parce que les caractères fondamentaux ont si fondamentalement changé que l'on s'est de plus en plus rapproché de la droite? Ou bien est-ce parce que le centre lui-même s'est déplacé vers la droite? Et ça n'est pas simplement l'expérience pakistanaise. J'espère qu'on pourra aussi avoir l'occasion de parler de la région, également de l'Afghanistan, de l'Inde, parce que ces démocraties elles-mêmes se voient se déplacer vers la droite. Ou bien est-ce parce que notre société en est venue à savourer la violence? Il y a un appétit pour tout cela. Dans un tel paysage, il est difficile de trouver des réponses clairement tranchées, surtout lorsque l'on entre en guerre, comme ça a récemment été le cas. On a été impliqué dans une guerre depuis longtemps, très récemment la guerre contre le terrorisme. Mais il y a eu un moment, il y a 2 ans, où nous étions vraiment au seuil d'une opération militaire d'envergure. Mais le défi était de savoir si la nation était prête à cela ou pas. Constamment, il y avait cet imbroglio politique pour savoir si nous étions prêts ou pas. Donc ma question de base est de savoir, quand un État est dans un état de guerre et quand la paix ressemble à la guerre elle-même, eh bien, est-ce que se préparer à la guerre serait un champ de mine pour tous les intellectuels, surtout quand le droit de la guerre est si contesté au Pakistan actuellement. Il n'y a pas de ligne de base normale pour aller en guerre, mais il faut bien identifier qui est l'ennemi et savoir quel préjudice il peut causer. Est-ce que l'idéologie ou la rhétorique de l'ennemi est opposée à la vôtre? Je pose la question parce que je sais que le public écoute avec son propre point de vue. Et quand je vous fais part de ces questions, bien sûr, je ne tiens pas à répondre à toutes, mais je tiens à les poser pour poser le débat plus tard. Est-il possible que l'ennemi se réconcilie avec votre système de valeurs, ou bien est-ce qu'il trouve une valeur à ce conflit de valeurs? Et dans une société qui est dans une impasse politique où il y a des éléments qui sympathisent activement avec les éléments terroristes, cela devient impossible. Et quels sont les points de vue? Un serait qu'un terroriste est un guerrier noble qui revendique les droits qu'on lui a enlevés, ou bien qu'il lutte contre un empire tyrannique qui tue des innocents avec des drones, ou bien qui lutte contre des dirigeants corrompus qui exploitent la population. Il y a une fracture dans les systèmes de valeurs au sein du Pakistan, aussi entre les croyances religieuses et les valeurs modernes. Il y a tout un tas d'impossibilités dans l'établissement d'un consensus. Il faut voir aussi en quoi cela entraîne la radicalisation, pour savoir si l'opinion publique la sanctionne ou si on peut l'utiliser pour répondre aux besoins du moment. Quel est le moment et qui décide? Cette question de la guerre vient de stimulation extérieure. Cela vient d'un imbroglio politique pour savoir ce qu'il faut faire contre le terrorisme. En fin de compte, notre réaction à la violence terroriste a été une violence accrue qui a limité nos capacités. On nous a rappelé que nous pouvions être des tueurs à une telle échelle et parfois
nous nous complaisions dans cela. Nous chantions des hymnes qui avaient été composés il y a longtemps. Notre violence était une promesse de grandeur renouvelée, mais il y avait quand même une arrière-pensée inconfortable. La violence elle-même ne peut pas éradiquer une idéologie. Donc pourquoi n'avons pas nous pu faire cela sans aller en guerre? Au Pakistan, tout le monde peut fournir une raison de partir en guerre, mais bien souvent le coût de la guerre sur le champ, sur le théâtre est énorme. S'agit-il de lutter contre les ennemis de l'islam ou de la foi? Mais on voit en quoi notre confusion idéologique a une histoire profonde sur le territoire qui est maintenant couvert par le Pakistan. Il y a plusieurs mouvements politiques, y compris le salafisme, qui se sont établis. Et cela est dû à notre histoire, où le général Zia a lancé le projet islamiste dans les années 80. Et ces tendances se poursuivent actuellement, où l'ennemi peut être fondamentalement dissemblable selon votre persuasion religieuse. Et donc, par conséquent, actuellement, on voit une grande partie de la population qui est en faveur des talibans et de leur régime brutal en Afghanistan, tout comme actuellement, il y a des soutiens d'Al-Qaïda également au Pakistan. Mais quand les tendances islamistes se sont généralisées dans les années 80, les minorités pakistanaises ont aussi été marquées par la radicalisation populaire. Les minorités non musulmanes représentent 8% de la population. Mais ceux qui peuvent encore vous raconter leur histoire aujourd'hui vous parleront de préjugés, de violences systémiques et structurelles contre la communauté chiite surtout. Pendant cette époque, un djihadiste s'est établi, financé par les Saoudiens, avec une haine particulière pour le chiisme au Pakistan. Et donc, ce djihadisme a été une première ligne de défense et on était aussi confronté à une apathie institutionnelle et politique généralisée pour la cause de ces minorités. Cette violence s'est aussi accrue par une violence communautariste au Pakistan. À vrai dire, c'était une minorité assiégée qui était confrontée à ces attaques des terroristes, avec quasiment pas d'aide de la part de l'État. Et depuis que le Pakistan s'est joint à la guerre contre la terreur, nos villes sont devenues le lieu de séquelles violentes avec des attentats à la voiture piégée, et on est passé rapidement de 140 morts civiles en 2003 à environ 3000 morts civiles en 2011. Voilà l'ampleur de cet empirement. Et Al-Qaïda s'est établi de façon permanente dans des refuges terroristes dans le pays entier, avec des terroristes bien établis également dans les zones rurales et les villes. Le Pakistan est devenu un incubateur pour cette entreprise djihadiste. Et il y avait des combattants venus de l'Ouzbékistan, de la Tchétchénie, de l'Afghanistan, du Moyen-Orient qui forment la masse de ce géant djihadiste. Dans un entretien en 2007 avec un religieux de la mosquée rouge à Islamabad, bien connu pour les mauvaises raisons, qui a ensuite été mis en prison et qui est maintenant sous la surveillance de l'État, eh bien, il m'a dit qu'il y avait une armée de fédayines ou de personnes prêtes à se sacrifier, prêtes à commettre des attentats. Et il a dit cela de sang-froid, comme quelqu'un qui sait qu'il y aura toujours des méchants parfaitement valides qui seront prêts à lutter encore pendant une décennie au Pakistan. Il disait cela en 2007. Et voyez-vous, l'Afghanistan était en chute libre à l'époque, et il y avait aussi les histoires qui venaient d'Abu Ghraib, qui alimentaient l'imagination, avec aussi la propagande américaine. Et l'opinion publique a été très hostile à la guerre que nous menions, surtout avec l'augmentation des pertes de soldats.
Et donc, dans les talk-shows ou bien dans les salons de thé, on se demandait quelle était cette guerre? Pour qui faisions-nous la guerre? Notre participation à la guerre au terrorisme, la guerre a été remise en cause par beaucoup de personnes. Il y avait aussi le noyau conservateur de la classe moyenne pakistanaise qui remettait le plus cela en question. Et bien souvent, il disait que l'on répandait le sang des musulmans et que ça n'était pas acceptable. Et les actions américaines, Afghanistan à l'époque n'étaient pas, ne facilitaient pas la situation, y compris avec le programme de ciblage par les drones. Et donc il fallait voir que cette violence était au cœur de la confusion idéologique. Dans la rhétorique des groupes armés, on retrouvait cela, et les gens aussi avaient un mouvement de retrait, d'horreur par rapport à ces atrocités. Il y avait un spectre politique très polarisé, donc certains disaient qu'il fallait engager plus de troupes dans la guerre, et d'autres disaient que, en fait, les talibans étaient des frères qui s'étaient égarés simplement. Il y avait aussi une autre dichotomie pendant cette époque. Les groupes armés ont probablement revendiqué les attentats qu'ils menaient, mais on ne pouvait jamais les accuser immédiatement. Au lieu de cela, on attribuait le carnage dans les rues à des mécréants non identifiés qui organisaient bien sûr des attentats, mais on tenait leurs identités secrètes de façon ferme, et donc on trouvait les détails de toutes les atrocités dans les médias, mais il y avait cette omerta par peur des rétributions, beaucoup de parlementaires, de politiciens, de groupes de la société civile étaient sûrs que si jamais ils citaient des noms, ils en verraient toutes les conséquences. Et puis, il y avait aussi les luttes de fracture idéologique entre ceux qui étaient en faveur d'une opération militaire totale et ceux qui s'opposaient à cela. Et donc, on a tendu la main aux talibans en 2014. En fait, on leur avait tendu la main à 4 reprises auparavant déjà. Et il y avait eu aussi des trêves avec eux sur le champ de bataille. Mais on les combattait, mais on prenait aussi le temps de créer le dialogue. Donc ce n'était pas un processus de paix actif, mais c'était un projet de réconciliation qui souhaitait leur offrir des solutions pendant l'ensemble des opérations. En 2014, on leur a offert la plus grande solution. Cette réconciliation a été menée par le Premier ministre lui-même. Mais l'effort a échoué. Après un cessez-le-feu d'1 mois. Et donc, l'armée a lancé son opération de plus grande envergure de l'histoire récente que l'on attendait depuis longtemps. Elle avait le soutien des politiciens et de l'opinion publique qui en avaient assez de ces attentats après attentats. Le nom était magnifique. C'était l'opération Zalbeaz qui a été lancée en 2014 et qui nous a fait suivre cette route sinueuse qui mène à la guerre. On y est finalement parvenu, mais nous-mêmes, nous avons été transformés dans ce processus. Et même si l'on ne peut pas encore tirer des conclusions claires, notre expérience de la violence et du conflit nous a façonnés. Nous avons été transformés pour le meilleur et pour le pire. Mais l'opération a complètement chamboulé l'architecture de sécurité au Pakistan. L'an dernier, il y a eu 940 décès civils, qui est une baisse énorme par rapport au niveau de 2011-2012. Ça a aussi modifié la nature du débat politique. L'armée est très populaire. Cela a fait pencher la balance de l'équilibre civil-militaire en faveur des militaires. Le paysage a aussi changé. Il y a eu énormément de législations qui ont été votées, qui réduisent les libertés civiles. Les tribunaux militaires
On remplace maintenant les cours civiles pour lutter contre le terrorisme et on a réinstitué en 2014 la peine de mort. Cela a coûté énormément de vies pour parvenir jusque-là et on a aussi sacrifié les aspirations à la croissance d'une génération. Cela a transformé les Pakistanais, ça les a militarisés de telle mesure qu'il y a maintenant un continuum de violence qui envahit d'autres interactions, des interactions quotidiennes qui révèlent ce passé, ce présent violent. Des crimes contre les femmes, la violence domestique, le traumatisme psychologique, autant de choses que nous transférerons à la génération suivante, au moins. Mais là encore, parvenu à ce point, et maintenant que l'on a lutté, qu'on a pu repousser les groupes armés, on peut se demander si on a pu vaincre l'objectif idéologique des terroristes. Sur ce, mesdames et messieurs, je souhaite parler de la déradicalisation et de ce qu'a fait activement le Pakistan pour lutter contre cela. J'aimerais aussi vous faire part des réactions du Pakistan dans un effort pour voir aussi quel est votre point de vue à vous sur ce qui s'est passé dans certains pays, ce que l'on peut organiser en matière d'architecture sécuritaire, quelles sont les composantes douces et dures, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et peut-être qu'on ne trouvera pas la bonne solution ou bien la juste chronologie, mais peut-être qu'il n'y a pas d'autre solution à cette boîte à outils, pour ainsi dire. Les caractéristiques fondamentales des radicalisés, c'est l'utilisation de la violence pour assouvir des désirs idéologiques ou bien pour atteindre des buts. Il n'y a pas d'échelle de la radicalisation qui nous permettrait de juger si des individus ou des communautés sont radicalisés ou bien sont des modérés, sauf s'il y a des votes ou bien des plébiscites, des référendums. Pour la plupart, la pensée radicale n'est pas remarquée jusqu'à ce que le train-train quotidien soit interrompu par une action violente qui nous fait nous arrêter et nous nous rendons compte à quel point nous nous sommes rapprochés de cette terreur. Il y a une grande symbolique ici. Mais de Paris à Peshawar, les tendances révèlent des preuves intimidantes qui nous montrent que la radicalisation a maintenant ses racines dans des lieux inattendus. La violence menée par les radicaux est plus facile à combattre si la supériorité vous permet de les vaincre ou bien en tout cas de les confiner. On peut s'attendre à de telles actions, on peut aussi les réprimer. Mais l'extrémisme non violent, lui, c'est lui le véritable Léviathan. Et on ne peut pas sentir son ampleur. Et cette ampleur est telle que nos tentatives pour répliquer paraissent minuscules. Au Pakistan, en 2010, il y avait 500 cas d'extrémisme violent, ce qui inclut, bien sûr, les actions qui ciblent les minorités. Et la violence est pratique parce que c'est facile de mettre le doigt dessus. C'est éminemment tangible et donc c'est beaucoup plus facile à circonscrire. Mais au-delà de cela, il y avait 1200 cas de comportements non violents, d'extrémisme non violent, qui va de personnes qui soutiennent quelqu'un qui a tué un autre accusé de blasphème, ou bien qui distribuait des tracts contre une certaine communauté, ou bien qui exprimait un soutien pour un acte de violence. La plupart de cela a un rôle au niveau psychosocial, ce qui influence sur les mentalités. Voilà où nous en sommes. Et comme on l'a vu au Pakistan, la radicalisation ne s'est pas éteinte avec les répliques violentes.
Bien au contraire, elle s'épanouit avec cette idée que l'on est soi-même victime de l'oppression. Il y a aussi des arguments juridiques et éthiques dans ce domaine, surtout quand les frontières de ce que c'est qu'un terroriste, ce que c'est qu'un extrémiste, ce que c'est qu'un radical, ce que c'est qu'une personne qui cherche l'autodétermination, tout cela reste flou et se superpose. La violence est bien souvent l'expression préférée pour toutes ces modalités, mais il est vraiment essentiel d'identifier et de juger la rhétorique d'un radical et de voir en quoi cela trouve un écho au sein du corps politique. C'est quelque chose qui peut trouver son origine sur le champ de bataille, mais qui peut être amplifié avec le temps dans la culture. Les instruments qu'on utilise pour lutter contre la radicalisation et ou l'extrémisme ne sont pas très nombreux. Bien sûr, il y a la lutte sur le champ de bataille qui a laissé une marque non négligeable sur le Pakistan. Mais cela nous a offert aussi certains enseignements en matière de gouvernance et d'administration, le besoin de réforme de la police, des programmes scolaires, le besoin aussi de programmes de déradicalisation et d'éducation et très surtout une communication stratégique. Et donc, très rapidement, je vais vous exposer ces domaines l'un après l'autre. Et bien sûr, j'ai déjà aussi évoqué certaines histoires concernant les opérations militaires. Et pour vous poser le contexte, ça commence avec notre engagement en 2002, lorsque nous apportions un soutien à la coalition menée par les Américains après les attentats aux États-Unis. Et nous apportions des bases militaires, nous partagions des renseignements, nous appréhendions des cibles, mais au Pakistan, les opérations sur notre propre sol ont commencé en 2004. Ces opérations ont commencé dans les zones tribales qui sont frontalières de l'Afghanistan. Alors le problème de cette région, c'est que cette frontière est poreuse. Vous avez des extrémistes, des terroristes qui franchissent la frontière dans les deux sens. Et puis de toute façon, cette frontière n'est même pas reconnue par l'Afghanistan lui-même. En tout cas, enfin, c'est pas un problème, disons, une pomme de discorde avec le Pakistan. C'est pas ça. C'est ce problème n'a pas été tranché avec les Britanniques lorsque la frontière a été tracée. Frontière donc qui reste complètement poreuse. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les zones critiques, qui est devenu presque le centre nerveux central du terrorisme à travers le monde, une espèce de plaque tournante qui a toute sa structure. Alors, lorsque nous avons commencé, les hostilités ont commencé dans cette région, c'était précisément pour la vider de ces repères de terroristes. Évidemment, ces actions militaires ont entraîné des misères sans fin. Nous avons perdu quelques 7000 officiers de sécurité dans ce conflit. 50 000 Pakistanais ont trouvé la mort à travers ce conflit. Il y a eu des déplacements massifs de population. 5 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur même du Pakistan. C'est pas la population de réfugiés des années 80, c'est aujourd'hui. Et puisque la violence ne fait que se multiplier, ces réfugiés sont, disons, parqués dans des camps créés aussi bien par les pouvoirs publics que par les organisations internationales. En 2012, le Pakistan a dépassé aussi bien l'Afghanistan que l'Irak pour ce qui était du nombre d'attentats terroristes, 1500 attentats dans la seule année. Et je vous donne ces chiffres, ces statistiques en passant pour vous donner, disons, une idée de l'ordre de grandeur du problème. Mais comme je l'ai dit, lorsque l'opération Zerbi-Az a été lancée en 2014, nous avons pu quand même gagner du terrain sur les terroristes, en tout cas dégrader leur infrastructure, leur capacité de nuire, et tout ce que vous avez vu, enfin les bases qui étaient
été en Afghanistan, mais également en Ouzbékistan et dans les alentours, ont été dégradés. Enfin, on a réduit de 58%, si on peut les calculer, le nombre d'attentats, 38% de moins de victimes, enfin de morts, également réduire également le nombre de blessés. Alors c'est un petit peu terrible de réduire le nombre les vies humaines à des statistiques froides comme cela, mais enfin dans un contexte de guerre, on voit bien à quel point le cynisme nous a tous gagnés et que finalement la vie humaine se résume à des calculs statistiques. Notre armée luttait avec un certain succès contre les mouvements terroristes, mais en fait, en même temps, les organismes de répression, c'est-à-dire les organismes, les forces de police, étaient finalement la première ligne de défense et n'avaient pas la moitié des moyens militaires ou de formation. Et donc, il a fallu réformer la police elle-même au Pakistan, et ça veut dire rééquiper, former, à créer une structure véritablement adaptée à la situation, avec des modalités d'enquête, de travail, enfin toute une restructuration. Et nous avons ressorti la police en fait de dizaines d'années de négligence. Et il y a peut-être un certain enthousiasme prononcé autour des institutions, parce que évidemment les instances militaires qui ont remporté certaines victoires étaient célébrées, mais du côté de la police, il y a eu des pertes de vie d'un côté, de la corruption de l'autre, et donc il y avait beaucoup moins d'enthousiasme. L'idée, c'était de ramener dans le giron les forces de police, qui étaient, comme je vous dis, le premier rideau contre les attentats terroristes, avant même donc l'organisation militaire. Et il y a la législation antiterroriste qui est venue également, mais enfin, au bout du compte, il reste des questions encore sans réponse. Est-ce que la création d'un cadre juridique qui pénalise, disons, les infractions ou les délits contre l'État, est-ce que cela va apporter une solution? Il y a une treizaine d'articles qui ont été rédigés. En France, d'ailleurs, on a un petit peu le même schéma juridique de la pénalisation, de la criminalisation de certains délits. Mais enfin, au fond, il y avait en creux une autre question. Est-ce que nous créons des situations juridiques spécialement créées pour gérer un conflit, ou est-ce que la législation va pouvoir gérer une situation de paix? Et la question est de savoir, finalement, le contexte de paix ou de guerre détermine un petit peu le cadre juridique. Alors c'est vrai que nous traversons, on pourrait le dire, une période un peu exceptionnelle, mais en état d'exception, en situation d'exception, certaines ordonnances ont pu être promulguées, et nous avons justement promulgué le 25e amendement à la Constitution et l'amendement à la loi militaire. D'ailleurs, en 2015, il y a eu un dernier amendement en date. Tous ces amendements constitutionnels et autres donnent des pouvoirs exceptionnels aux tribunaux militaires de juger donc aussi bien les terroristes que d'être soupçonnés de terrorisme. Alors évidemment, ça veut dire que certaines garanties de liberté civile sont battues en brèche, mais enfin l'idée c'est que de telles, disons, exceptions ne seront appliquées que sélectivement. La peine de mort a été réinstaurée au Pakistan après un moratoire de 7 ans. Alors évidemment, ça a attiré une forte critique de la part de la communauté internationale et notamment des organisations des droits de l'homme. En 2016, en janvier 2016, une trentaine de prisonniers plutôt ont été reconnus coupables de terrorisme. Alors la peine de mort divise l'opinion publique également au Pakistan, parce que mais on reconnaît néanmoins le fait que lorsqu'il y a des criminels endurcis, il faut les juger sévèrement, et la radicalisation est une forme justement d'endurcissement. D'ailleurs, les prisons elles-mêmes sont devenues, on le sait, à travers le monde, des sources de radicalisation, même chez les prisonniers qui étaient, comme on dit, dans le couloir de la mort, qui attendaient la peine de mort et qui se radicalisaient, et ils radicalisaient les autres. Alors, par rapport à tout cela, il y a évidemment des efforts de
déradicalisation, mais force est de constater qu'aucun pays n'a pu vraiment atteindre des résultats, disons, tangibles en la matière. Il y a différents modèles dans différents pays, mais alors on peut essayer de réhabiliter des vies, mais enfin, au Pakistan, bon, il y a eu quelques programmes de déradicalisation qui sont administrés à travers des partenariats publics-privés. Bon, évidemment, l'idée, c'est que même lorsqu'on est en train de déshumaniser la violence et de la trouver finalement banale, il y a un moyen de faire marche arrière. Et il y a effectivement une centaine chaque année, ou même quelques centaines d'extrémistes qui sortent en quelque sorte réhabilités. La vallée du Swat au Pakistan a été évidemment après la fuite des talibans a été reprise par les États, et on avait vu qu'il y avait des enfants soldats qui avaient été recrutés donc par les talibans et qui luttaient, qui menaient une lutte armée contre les forces armées, contre l'armée pakistanaise, des gamins. Et là, il y a eu un taux de réhabilitation de 85%, un taux de succès de 85% sur ces enfants soldats de cette région. Et puis il y a d'autres exemples à travers le monde qui m'intéressent particulièrement en tant que chercheur. Les programmes de déradicalisation rencontrent certains succès, mais enfin un certain cynisme ressort tout simplement parce que c'est un jeu de nombres. Vous avez quelques milliers d'extrémistes saoudiens, pakistanais ou américains ou britanniques qui sortent, disons, réhabilités de ces programmes. En Allemagne, il y a un programme de ce qu'on appelle de réintégration. En France, je crois savoir qu'il y a un programme analogue. Je n'ai pas examiné le détail de son cursus, mais enfin, ce sont des tentatives, pas simplement en Europe, mais dans le monde entier. Mais enfin, c'est encore une fois un jeu de nombres. Pourquoi ? Parce que tous les succès rencontrés sont modestes à l'aune du problème. Et en fait, la vague de radicalisation dépasse par plusieurs ordres de grandeur les efforts de déradicalisation. En Pakistan, des efforts ont été faits pour essayer de généraliser, disons, un débat public autour notamment de la question d'intolérance. La société civile, en particulier, s'est attaquée à ce problème d'intolérance extrême et voir comment, disons, une démarche modérée peut ramener en son sein les extrémismes. Enfin, en fait, les modérés et les extrémistes fonctionnent de manière, disons, qui s'auto-perpétuent, pour ainsi dire, et indépendants les uns des autres. Hein. C'est des véritables silos. Il y a aucun point commun, aucun point de terrain d'entente, si vous voulez, entre les extrémistes et les modérés. Et pourtant, c'était là la base de départ. Ces extrémistes avaient des opinions hyper nationalistes qui considéraient que l'Inde était l'agresseur et que c'était ça l'identité de ces régimes. Sous l'époque du général Musharraf, on a essayé de dire que ces genres d'attitudes créaient des attitudes absolument, enfin des positions disons effrénés, irresponsables au Pakistan, et pourtant, on voit qu'il y a une espèce de renaissance de ce conservatisme hyper nationaliste, et on retrouve finalement dans un certain milieu politique et social ce genre de discours. Alors, sous le général Zia-ul-Haq, l'État avait un certain credo avec une position, disons, religieuse où l'on pouvait identifier, si vous voulez, la source de ce genre de position. Mais aujourd'hui, le Pakistan a un système de délégation de pouvoir. Il est censé développer la démocratie, mais enfin, le problème continuera de se poser. Comment gérer ces tendances non seulement conservatrices, mais véritablement extrémistes, et qui se retrouvent au niveau de l'appareil étatique lui-même. Hein, et puis, et surtout, je crois qu'il y a un dernier point à souligner ici, à savoir, disons, le discours public, la communication. Les démocraties se posent toujours le dilemme postmoderne où les écoles de pensée, finalement, demandent
disons, des solutions de rechange par rapport au modèle traditionnel d'État, de gouvernement, de régime. Et ces nouveaux modèles n'ont rien à voir les uns avec les autres. C'est-à-dire que l'État n'est plus, disons, la source d'information. Ce sont finalement des talk-shows à la télévision qui modèrent le débat public sur toutes les questions, qui vont de la religion à la politique. Alors évidemment, il y a toutes sortes d'opinions en la matière, mais lorsque l'on essaye de trouver, par exemple, les audiences télé sont ce qui pousse les chaînes de télé ou de radio à flatter les bas instincts du peuple pour essayer d'attirer un maximum d'audience. Et cela ne peut que d'une certaine façon encourager un mode de pensée violent. Et pourtant, les instances, les administrations, l'administration pakistanaise a essayé de créer, disons, un minimum d'éthique dans la sphère de la communication, mais enfin, ce pouvoir est encore très, disons, embryonnaire et le chantier est loin d'être atteint. Et la presse électronique et les réseaux sociaux au Pakistan présentent une espèce de... une forme d'autorégulation, disons que vous avez cette division entre la réalité d'un événement et la façon dont il est présenté. Dans les réseaux sociaux, il y a par contre la dystopie, pourrait-on dire, de la désinformation. C'est-à-dire que, et c'est dans ce genre de sphère-là que les extrémistes peuvent vraiment, disons, foisonner et marquer des réels succès, puisque c'est à travers les réseaux sociaux, c'est le recrutement, la coordination, enfin tout ce travail de fond qui est réalisé alors dans cette partie ténébreuse et contre laquelle le gouvernement n'a rien su faire. On cherche en vain les moyens par exemple, essayer de traiter les problèmes de discours de haine, essayer de modérer le contenu de l'Internet. Et évidemment, l'opinion publique a peut-être son expression, mais dans la mesure où il n'y a plus une mainmise de l'État sur cette opinion, il y a un vide qui s'est créé à l'intérieur duquel, évidemment, les différentes tendances essayent de tirer la couverture à eux. Alors, je sais que j'atteins un peu le terme de mon intervention, mais il y a quelques mots de synthèse que je pourrais vous dire en mettant un peu de côté ce qui précède. La seule chose qui pourrait rester de l'expérience pakistanaise et de l'expérience française, on retrouve d'ailleurs les mêmes problèmes à travers les sociétés. Il faut peut-être un peu retrouver la population, si vous voulez, notamment les populations enclavées qui ont été négligées, exclues. Il faut retrouver finalement le contact entre le peuple et son gouvernement. Vous avez des situations où les structures gouvernementales sont faibles, où vous avez des véritables déficits démocratiques, où il y a véritablement une exclusion de la population et un certain monopole de la violence qui est considéré comme la prérogative de l'État et en quelque sorte l'excuse pour mener des politiques qui ont des effets pervers, notamment de la radicalisation. Et là, je ne parle pas de situations qui se produisent dans les régions rurales reculées, mais également au sein de nos villes, où vous avez des communautés qui, en quelque sorte, se trouvent exclues socialement. Il y a des phénomènes d'exclusion sociale partout en Europe, de même qu'au Pakistan, et c'est justement ces communautés perdues de la République qui doivent être rapatriées, en quelque sorte, dans le sein de la société, parce que c'est là sinon que se fait la radicalisation justement. Au niveau des États, il y a des régimes de surveillance qui changent la donne du contrat social, la question de savoir jusqu'où pouvons-nous aller pour surveiller nos États, si nous allons devenir des États policiers, ce qui est d'ailleurs le cas dans un certain nombre d'États d'Asie du Sud. Alors il faut quand même s'interroger sur à quoi va ressembler la législation, c'est-à-dire que si
les libertés fondamentales, les droits de l'homme sont en quelque sorte censurés, alors il faut qu'il y ait une législation qui formalise ou qui justifie les choses. Je ne suis pas en train de préconiser des États policiers, mais enfin, ce qui paraît clair, c'est que pour arriver à ce genre de situation, le parcours juridique doit être clair, le parcours politique aussi. Au Pakistan, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'opinion publique est traitée au même niveau que la pression internationale, les attentats, et finalement la réintroduction de la peine de mort n'a pas été un choix facile, mais c'était une conclusion de tout cela. Quand on prend en compte toutes ces pressions et ces tendances, face aux attentats terroristes, jusqu'où ira-t-on pour finalement changer la nature de l'État, le rendre, disons, plus autoritaire, plus surveillé. Et puis, enfin, ça c'est des grandes questions presque philosophiques qui se posent. Et puis, enfin, dans ce débat, justement, autour de la radicalisation, la question se pose de savoir finalement comment régler des réels, les problèmes qui créent des divisions au sein même des pays. Bon, évidemment, la question du Cachemire avec l'Inde est chargée d'émotions. Ça a été un débat douloureux aussi bien au Pakistan qu'en Inde, puisque ce sont des vies humaines qui sont toujours en jeu, et c'est des cris de ralliement de groupes extrémistes qui pourtant n'ont pas la moindre idée de savoir comment le Cachemire devrait être administré, mais également la Syrie maintenant occupe l'imaginaire collectif. La cause syrienne devient un cri de ralliement pour ce recrutement extrémiste. Et lorsque l'on voit ce qui se passe, lorsqu'on essaie de surveiller ce qui se passe dans nos propres sociétés, il faut voir en même temps ce qui se passe à l'étranger, quelle est notre relation avec l'étranger. Autrement dit, il convient d'analyser ces voix extrémistes lorsqu'elles parlent de la Syrie, du Cachemire ou de la Palestine. Il faut se dire qu'il y a quand même quelque chose à voir de ce côté. Je vous remercie de votre attention.